Le point de départ, c'est un constat, je crois qu'on le fait tous à un moment ou à un autre. Prendre une décision, ça peut être épuisant. Oui, complètement. De la plus banale, comme choisir un plat au restaurant, à la plus engageante, comme changer de travail. On se sent souvent submergé, un peu paralysé. Et c'est là que les sources qu'on explore aujourd'hui sont intéressantes. Elles proposent une approche radicalement différente. L'idée, c'est que pour mieux décider, la solution, c'est pas forcément de réfléchir plus. Mais de réfléchir mieux. Exactement. Et pour ça, les auteurs nous invitent à nous créer une sorte de boîte à outils pour l'esprit, une collection de modèles, de schémas visuels, pour nous aider à structurer nos pensées et au final à agir plus sereinement. Une boîte à outils pour l'esprit, j'aime beaucoup l'image. L'idée, si je comprends bien, c'est de transformer un peu le chaos de nos pensées en quelque chose de plus clair. C'est ça, de plus gérable. Alors, pour commencer à remplir cette fameuse boîte, les auteurs attaquent un problème que tout le monde connaît, cette sensation d'être constamment débordé, de courir après le temps. Ah, c'est le point de départ universel. On a tous ces listes de tâches qui n'en finissent plus et on passe nos journées à jongler entre les urgences. Le piège, et les auteurs le soulignent en citant Eisenhower, L'ancien président américain, oui, c'est qu'on confond tout le temps ce qui est urgent et ce qui est important. Sa phrase est terrible de vérité. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Face à ce piège, les sources proposent un premier outil qui, je dois l'avouer, m'a paru presque trop simple au début, mais qui est redoutable. La matrice d'Eisenhower. oui, elle est très connue. L'idée, c'est de prendre toutes nos tâches et de les passer dans une grille. Un test très simple. Exactement. C'est un simple carré divisé en 4. Sur un axe, on a urgent et pas urgent. Sur l'autre, important et pas important. Ça crée 4 cases. D'accord. La première, urgent et important, ce sont les crises, j'imagine. Ce qu'il faut régler tout de suite. C'est ça. La deuxième, important mais pas urgent, c'est la planification, les projets de fond, la stratégie. Et les deux autres cases. C'est là que ça devient intéressant. Urgent, mais pas important. Ce sont les interruptions, les sollicitations. Le modèle dit de les déléguer. Et enfin, ni urgent, ni important. Ça, c'est à abandonner. Ce sont les distractions pures et simples. Ce que cet outil révèle, et c'est plus que douloureux, c'est qu'on passe notre temps dans la première case. Ah oui, notre cerveau est câblé pour réagir à l'urgence, à la notification qui vibre, à l'email marqué important. On a l'impression d'être très productif en éteignant des petits incendies toute la journée. Mais en réalité, on sacrifie la case important, mais pas urgent. Totalement. C'est là que se trouvent nos vrais projets, nos ambitions, même notre santé. Et c'est la case qu'on repousse toujours à demain. D'accord, mais la vraie difficulté, c'est de définir ce qui est important, non? C'est très subjectif. Absolument. Et c'est là que le travail personnel commence. L'outil ne vous donne pas la réponse, mais il vous force à vous poser la question. Il vous oblige à définir ce qui compte vraiment pour vous. C'est ça sa vraie puissance. Donc, la matrice d'Eisenhower nous aide à trier nos actions. Mais une fois qu'on a décidé de s'attaquer à une tâche importante, on fait face à un autre mur, l'excès de choix. On pourrait croire que c'est une bonne chose, On pourrait, oui. mais les sources présentent une expérience qui prouve le contraire. On l'appelle le paradoxe de la confiture. J'adore le nom. Des chercheurs ont installé un stand de dégustation dans un supermarché. Un jour, ils proposent 6 variétés de confitures. Résultat, 40% des passants s'arrêtent et parmi eux, 30% achètent. Ce qui est déjà un très bon score. Excellent. Mais le lendemain, même endroit, il propose 24 variétés. Ah, là, ça attire plus de monde, j'imagine. Oui, 60% des gens s'arrêtent curieux. Mais, et c'est là que tout bascule, seulement 2% d'entre eux achètent quelque chose. C'est incroyable. La conclusion est brutale. Le choix attire, mais la profusion paralyse. C'est ça l'angoisse qu'on ressent sur Netflix à ne jamais savoir quoi lancer. C'est exactement ça. C'est le portrait craché de notre époque. L'abondance d'options, que ce soit pour un film, un restaurant ou même sur une application de rencontre, ça crée une vraie angoisse. On préfère ne rien choisir plutôt que de faire le mauvais choix. Précisément. Trop de choix augmentent nos attentes et la peur de se tromper nous paralyse. La recommandation pratique est donc de restreindre volontairement ses propres choix. C'est contre-intuitif. Moins d'options, c'est souvent plus de bonheur. Ces premiers outils nous aident à agir sur le monde extérieur. Mais les sources insistent sur un autre point. Avant de bien agir, il faut bien se comprendre soi-même. Et là, elles abordent un concept fascinant, l'état de flow.
Oui, l'état de flux, c'est un concept du psychologue Mihail Csikszentmihalyi. C'est cet état de concentration totale où on est complètement absorbé par une activité. Au point d'en oublier le temps qui passe. Le temps qui passe, la faim, la fatigue, pensez à un musicien en pleine improvisation ou à un sportif. On a tous connu ça. Mais comment on atteint cet état? On ne peut pas le décider sur commande? Non, mais on peut créer les conditions pour qu'il arrive. Imaginez un graphique. Sur l'axe horizontal, votre niveau de compétence. Sur l'axe vertical, le niveau du défi. D'accord. Si le défi est trop faible, on s'ennuie. S'il est trop élevé, on stresse. Le flow, c'est cette zone idéale où le défi est juste à la hauteur de nos compétences. Il nous pousse à donner le meilleur. Il faut donc une tâche qui nous mette juste assez en difficulté pour rester concentré, mais pas trop pour ne pas être découragé. Exactement. Et c'est une vision du bonheur qui n'est pas liée au repos, mais à l'engagement, à l'effort. C'est dans cette tension productive qu'on trouve une satisfaction profonde. Se comprendre, c'est donc savoir ce qui nous fait vibrer. Mais c'est aussi, et c'est moins agréable, connaître nos contradictions. Les sources posent une question simple. Pourquoi on fume alors qu'on sait tous que c'est nocif? Cette question nous amène tout droit à la dissonance cognitive. Ce terme un peu technique décrit le malaise qu'on ressent quand nos actes ne sont pas alignés avec nos valeurs. Je crois que la santé est importante, mais je fume. C'est un conflit interne. Et comme notre cerveau déteste ça, il va tout faire pour réduire cette tension, mais au lieu de changer notre comportement, Ce qui est difficile, on va choisir la voie la plus simple. Changer nos croyances. On se transforme en avocat de nos mauvaises habitudes. c'est tout à fait ça. On ne se dit pas «je devrais arrêter», on se dit «fumer, c'est nocif, mais ça me détend». Ou «de toute façon, mon grand-père a vécu jusqu'à 95 ans en fumant». On se raconte des histoires. C'est fascinant de voir à quel point on est doué pour ça. Les implications sont énormes. Ça explique pourquoi il est si difficile de reconnaître ses erreurs. C'est un mécanisme de protection de l'ego. Comprendre qu'on est tous sujets à ça, c'est faire un premier pas. C'est observer nos propres justifications avec un peu de distance. Et cette tendance à se raconter des histoires, c'est une faille très humaine. Mais que se passe-t-il quand on projette ça sur le monde? On a tendance à croire que tout est prévisible. C'est là qu'intervient la théorie du signe noir. Oui, une théorie développée par Nassim Nicolas Taleb. Elle part d'une histoire très simple. Pendant des siècles, en Europe, tous les signes qu'on voyait étaient blancs. Sans exception. Voilà. Chaque nouvelle observation d'un signe blanc renforçait la conviction que tous les signes sont blancs. C'était un fait. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que des explorateurs arrivent en Australie et découvrent des signes noirs. Une seule observation a suffi à pulvériser une théorie qui semblait indestructible. Donc le signe noir, ce n'est pas juste un imprévu. Il a 3 caractéristiques, c'est ça? Exactement. Premièrement, c'est une anomalie totale. Rien ne le laissait prévoir. Deuxièmement, son impact est extrême. Et troisièmement, une fois qu'il s'est produit, on essaye de le rendre prévisible après coup. On se dit « Ah, mais oui, il y avait des signes ». Les plus grandes catastrophes résultent souvent d'un manque d'imagination. On se prépare pour les crises qu'on connaît déjà, mais on est aveugle à celles qui sont, par définition, impensables. Le signe noir nous rappelle les limites de notre savoir, donc le monde est imprévisible, et les gens qui le peuplent le sont sans doute encore plus. Ce qui nous amène à un dernier modèle, le dilemme du prisonnier. Oui, un grand classique de la théorie des jeux. Le scénario est simple. Imaginez 2 complices arrêtés. La police les interroge dans des cellules séparées, sans qu'ils puissent communiquer, et l'inspecteur propose le même marché à chacun. Si tu dénonces ton complice et qu'il se tait, tu es libre, il prend 10 ans. Si vous vous dénoncez mutuellement, c'est 5 ans chacun. Et si vous vous taisez tous les deux, c'est 2 ans chacun. La question est terrible. Que faire? Le dilemme est parfait. Si on suit une logique purement égoïste, on a toujours intérêt à dénoncer. Pensez-y. Quoi que fasse l'autre, notre meilleure option individuelle, c'est de parler. Le paradoxe, c'est que si les deux suivent cette logique rationnelle, ils se dénoncent et prennent 5 ans chacun. Alors que s'ils s'étaient fait confiance en se taisant, ils n'auraient pris que 2 ans. Et c'est toute la beauté du dilemme. Il montre que la poursuite de l'intérêt individuel peut mener à un résultat collectivement pire. Il met en lumière la tension entre compétition et coopération. La confiance est un risque, mais un risque qui paie. Exactement. La confiance est rentable, mais elle doit être réciproque.
Ce qui ressort de tous ces modèles, au final, c'est qu'aucun n'est une formule magique. Ce sont plutôt des lunettes différentes pour regarder un problème. C'est exactement ça. Les auteurs insistent sur le fait que c'est un manuel de travail. L'idée n'est pas de mémoriser 50 modèles, mais d'adopter une nouvelle habitude de pensée. Quelle serait cette habitude clé? Celle de faire une pause. Face à une situation complexe, au lieu de foncer tête baissée, c'est de se demander « Attends, quel outil, quel schéma pourrait m'aider à y voir plus clair ici ?» C'est un exercice de simplification qui peut tout changer. Et pour finir, les sources ouvrent sur une réflexion assez vertigineuse. Comment prendrons-nous nos décisions à l'avenir? Elles évoquent bien sûr l'intelligence artificielle, les algorithmes. Des machines qui nous connaissent parfois mieux que nous-mêmes. Ce qui soulève une dernière question qui reste en suspens. Oui. D'un côté, tous ces modèles nous apprennent à mieux structurer notre pensée humaine, faillible, subjective. De l'autre, des machines prennent des décisions basées sur une logique pure. Alors, la question qui se pose, c'est, dans ce monde de plus en plus piloté par les algorithmes, est-ce que le fait de maîtriser ces outils de pensée humaine devient une compétence obsolète, ou est-ce que, au contraire, c'est notre atout le plus précieux, notre dernier rempart, pour ne pas devenir nous-mêmes des machines?